Mais il y a également une deuxième grande joie qui attend Saint-Exupéry en Amérique du Sud, c'est Consuelo, avec qui il va se marier. Alors, la rencontre de Saint-Exupéry et de Consuelo nous est narrée par Consuelo dans les Mémoires de la Rose, et Consuelo a changé de version une bonne dizaine de fois. À chaque fois, elle raconte une histoire différente en ce qui concerne sa première rencontre avec Saint-Exupéry. Mais alors, le point commun à toutes les versions que Consuelo a pu tenir, c'est qu'elle prétend que Saint-Exupéry l'aurait emmené faire un tour en avion et qu'il aurait menacé de laisser l'avion s'écraser si Consuelo ne l'embrassait pas. Alors, j'ai des doutes sur la façon dont Consuelo raconte l'histoire, d'autant plus qu'elle a souvent changé de version. Moi, j'y vois plus une plaisanterie de Saint-Exupéry qu'une réelle menace, et tout ça relève un petit peu de la mise en scène. Toujours est-il qu'ils finissent par se marier, et que Consuelo étant veuve, elle décide de se marier en noir, ce qui va causer un scandale auprès de la famille de Saint-Exupéry. Comment ça, la mariée est en noir? Quel scandale! Alors, après cet épisode de l'Amérique du Sud, Saint-Exupéry revient en France, on le voit ici dans la propriété familiale en 1932 avec sa femme, et il va se lancer dans Vol de nuit, qui est quand même l'objet de notre réunion ce soir. Alors, Vol de nuit est préfacé par Gide. Forcément, Gide, Saint-Exupéry le rencontre dans le salon de sa cousine, et il obtient le prix Femina en 1931. C'est un grand succès pour un auteur aussi jeune, mais Saint-Exupéry a été un petit peu déçu. Il s'attendait à obtenir le prix Goncourt, et finalement, le Femina lui apparaît comme un Goncourt de consolation, comme un prix de consolation, mais ce Vol de nuit va rencontrer un grand succès, un tel succès que Guerlain flaire, si je puis dire, le bon coup avec la célébrité de Vol de nuit. Mais Vol de nuit va déclencher des réactions de jalousie, à la fois parmi les aviateurs et à la fois parmi les écrivains, pour des raisons différentes. Du côté des écrivains, on dit que Saint-Exupéry n'est pas réellement un écrivain, puisque c'est un aviateur et qu'il écrit des livres de témoignages, que Vol de nuit, certes, a des qualités de témoignage, mais n'est pas un livre qui a une véritable qualité littéraire. Et de l'autre côté, ses collègues pilotes ne lui pardonnent pas, eux, d'écrire et de révéler les mystères de l'aviation, les mystères, les secrets des expériences de vol, qui ne doivent rester accessibles qu'aux initiés, à savoir les pilotes eux-mêmes. Et je vous lis ce qu'explique un critique. Celui qui se sert des mots de tout le monde pour décrire le métier, celui qui invite le profane à visiter le sanctuaire des initiés, celui qui fait partager des émotions rares et nobles à un touriste qui les paye de son argent, celui-là est un espion, il n'est pas du métier, et il est un traître absolument. Et donc, Vol de nuit, finalement, va cristalliser les jalousies d'un côté et de l'autre, et va isoler un petit peu Saint-Exupéry. Alors, que fait Saint-Exupéry dans Vol de nuit? Eh bien, il raconte son expérience argentine. L'action de Vol de nuit se situe en Amérique du Sud, raconte la lutte entre les compagnies postales et le transport de courrier par train, et le fait que chaque nuit, le train rattrape l'avance pris le jour par l'avion. Et il raconte les dangers qu'il y a à affronter la nuit. Il raconte ces dangers à travers le vol de Fabien, qui finit par périr à la fin du livre. Enfin, ça n'est pas dit, mais on le devine, tandis qu'au sol, sa femme et Rivière, qui incarne Dora, attend. Et quand on se rend compte que finalement les réserves de carburant de Fabien sont épuisées,
on va faire partir le courrier de nuit comme si rien ne s'était passé. C'est l'histoire, finalement, d'un sacrifice, beaucoup plus qu'un roman de l'aviation. Le thème principal du livre, c'est le sens du sacrifice de Fabien. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que se focalise le texte. Malgré la disparition, la mort probable de Fabien, le héros finit par se réaliser parce qu'il accomplit sa mission. Et alors, je voudrais insister sur un point important qui montre que Saint-Exupéry est un véritable écrivain dans Vol de nuit. Certes, il s'inspire de son expérience aérienne, mais il va la styliser, il va la mettre en scène. Et ce roman est construit comme une tragédie. On a la règle des 3 unités typiques de la tragédie. On a l'unité de temps, puisque comme le titre l'indique, c'est le temps d'une nuit, et d'ailleurs c'est un temps qui correspond au temps de la lecture. On a l'unité de lieu, puisque l'action se déroule à Buenos Aires, où tous les vols de nuit convergent, et on a l'unité d'action, naturellement, puisqu'il s'agit des vols de nuit. Donc on a vraiment un roman qui est stylisé, d'ailleurs les personnages eux-mêmes sont stylisés. Quand on étudie les noms des personnages, on se rend compte que chaque personnage a une fonction à l'image de son nom. Par exemple, le pilote, Fabien, ça vient de Faber, de celui qui utilise ses mains, de l'ouvrier, de l'artisan. Fabien va être le pilote qui utilise ses mains. Pèlerin, l'autre pilote, Pèlerin, son nom est transparent, c'est le compagnon des étoiles. Rivière, le chef, s'oppose à Robineau, la petite roubine qui signifie ruisseau. Alors, Robineau, c'est l'inspecteur, le sous-chef, soumis au chef. Donc, les noms sont signifiants. On a ici une recherche de stylisation de l'expérience que Saint-Exupéry a pu connaître. Et d'ailleurs, Saint-Exupéry ne s'en cache pas quand il écrit à sa mère, à propos de vol de nuit, maintenant, j'écris un livre sur le vol de nuit, mais dans un sens intime, c'est un livre sur la nuit. Donc, quand Saint-Exupéry écrit à sa mère, il ne dit pas du tout qu'il écrit un roman d'aviation, il écrit un livre poétique sur la nuit. Je vous cite le début de Vol de nuit. Il se retourna vers Sainte-Juliane, ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui, pour la dernière fois, le tenta. On voit ces images, ces lumières de la ville qui s'effacent petit à petit, et le pilote s'élance vers les étoiles. Alors, cette aventure de vol de nuit coïncide avec les problèmes que vont connaître l'Aéropostale et la faillite. De façon paradoxale, au moment où l'hydravion se développe, au moment où finalement on parvient à franchir l'Atlantique en avion grâce à l'hydravion, donc où on réalise le projet initial de la TECOR, où on parvient à relier la France à l'Amérique, alors pas en 21h30 pour traverser l'Atlantique, et bien à ce moment-là, où on a le succès technique, survient en même temps la faillite économique. Parce que on a le krach boursier de 1929, et les 3 banques qui détiennent l'Aéropostale font faillite. Et comme le modèle ne doit surtout pas être rentable, rappelez-vous ce que j'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, quand les subventions de l'État cessent, l'Aéropostale fait faillite. Et tout s'écroule, tout ce qui a été mis en place par Saint-Exupéry s'écroule. Et Saint-Exupéry, sur le plan personnel, est licencié. Plus de ressources. Et c'est à ce moment-là que Saint-Exupéry est poussé vers la porte de l'aviation et qu'il va se transformer en homme de lettres. Rappelez-vous les 2 passeports que j'évoquais, 1930 et 1934. Eh bien, la mutation s'effectue à ce moment-là. En étant licencié, Saint-Exupéry devient un véritable écrivain. Et d'ailleurs, c'est très intéressant,
Ceux qui succèdent à l'Aéropostale, c'est Air France. Air France embauche Saint-Exupéry, mais il ne l'embauche pas comme pilote, il l'embauche au service de la propagande. C'est-à-dire que Saint-Exupéry est vraiment embauché en tant qu'intellectuel qui est chargé de développer la notoriété de la nouvelle compagnie Air France. Et il est embauché au service de la propagande qui ne le paye pas suffisamment.